Le Cameroun va mal dans toutes ses dimensions réelles aujourd'hui. C'est-à-dire par rapport aux attentes et aux projections du renouveau porté par le chef de l'État. Je vous assure que c'est un constat qui devrait nous amener à changer de comportement. Si certains vous disent que au moment où nous sommes tous les dimanches sur un plateau, où parfois nous devenons ridicules, que tout va bien, c'est leur problème. Mais si vous prenez la température sociale, si vous portez le thermomètre social, tous les corps sociaux sont touchés dans la tristesse, le doute, la pauvreté, la revendication. Les femmes maintenant, il s'agit, pour reprendre cette expression des économistes, nous sommes dans le macro-système où les choses ne vont plus bien, et la femme, c'est le micro-système. Et dans ce micro-système, je vais répondre à votre question. Oui, oui, le micro-système. Le macro, ça veut dire que dedans, il y a plusieurs. Oui, bien sûr. Il y a vous ne comprenez pas votre économie. J'ai dit bien que le micro dans le macro. Ok, un élément du macro. Ouais, vous comprenez quand même, je sais ce que j'ai dit, chers collègues. Très bien. Bien, alors, quand on arrive dans ce cas de la femme. Pourquoi la femme est-elle absente du débat politique à l'approche de 2025 Je crois de la présidentielle. Je vais avoir donc rapidement deux positions. Une position analytique qui voudrait quand même qu'on cesse toujours de parler comme dans la rue, à un moment donné qu'on tienne compte des statistiques, qui relève de la position de l'exécutif, ceux pour qui on vote et qui font des promesses. Et puis une position extra-décisionnelle, c'est-à-dire que qui dépasse les simples décisions des gouvernants. Alors lorsque vous voyez la position politique, alors nous en sociologie politique, nous mettons toujours en avant deux déterminants. La citoyenneté active et la citoyenneté passive. Alors vous allez voir que lorsque vous parlez de la citoyenneté active, les gouvernants doivent être actifs. Les gouvernés doivent être actifs. Et là, vous allez constater quand même quelque chose d'amer, c'est que il y a des fonctions en sociologie politique de représentation qui relèvent de ce que nous on appelle en droit administratif le pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire pour être ministre, c'est un pouvoir discrétionnaire. Pour être DG, c'est un pouvoir discrétionnaire. Pour être recteur, d'ailleurs, aucune femme n'est recteur aujourd'hui, ça relève du pouvoir discrétionnaire. Pour occuper certaines fonctions, il y a des fonctions discrétionnaires. Pour être général. Alors, vous voyez que... Pour être gouverneur. Alors, quand vous allez chercher, avec cette rigueur... On a un préfet sur 56. Mais bien sûr, cette rigueur de la réflexion scientifique, vous vous rendez compte que le pouvoir discrétionnaire a failli à 58. Dans la représentation des femmes. Vous comprenez? Donc, il faut le dire. Le pouvoir a failli. Mais écoutez, c'est inattaquable. Écoutez, je vous parle des éléments techniques de pouvoir discrétionnaire. Il y a des fonctions que les femmes n'ont jamais occupées au Cameroun. Je vous dis, que vous soyez militant, par votre maître que vous soyez... Bon, écoutez, les plus grands soutiens du président sont ceux qui ont choisi le biaïsme, parce que je mets au défi quiconque de nous dire que ce que Paul Biya nous a proposé comme projet politique est mauvais. Est-ce que la rigueur est mauvaise? Est-ce que la moralisation est mauvaise? Mais on est dans la mise en œuvre. Politique non, ne faites pas comme au quartier. Non, mais c'est pas le quartier. Mais qui a la décision? Qui a la décision politique? Alors c'est là où nous allons faire un autre débat là-dessus. Mais pour l'instant, vous posez un vrai problème sur ce plateau. C'est celui de la représentation. Si vous nous amenez partout maintenant, nous allons établir des responsabilités et on peut se perdre. Et vous allez nous dire qu'il n'y a plus de temps. Je vous dis bien que, parlant de certaines fonctions... Parce que vous ne voulez pas établir la responsabilité. On va l'établir à la fin si vous voulez. D'accord. Mais nous sommes d'abord au constat. C'est la journée internationale des droits de la femme hier. Et je suis en train de vous dire quelque chose que personne ne peut attaquer. De très pertinent. Donc je viens vous dire ici que les fonctions de représentation relèvent d'une part du pouvoir discrétionnaire et du pouvoir, je dirais, indiscrétionnaire dans le personnel. Donc quand nous faisons dans ce bilan, où sont les femmes recteurs? Il n'y en a pas. Où sont les femmes maires? Il n'y en a pas. Les femmes gouverneurs. Où sont les femmes gouverneurs? Il n'y en a pas.
Prenez même les superstructures de l'État. Vous voulez que je vous dise qu'une femme n'a jamais été secrétaire général à la présidence de la République au Cameroun? Ou secrétaire général, même adjoint? Ou directeur du cabinet civil d'Aïdjo Apol Biya? Vous voulez que je vous rappelle certaines fonctions où une femme, dans certains pays, même ici à côté de nous, les femmes ont été ministres d'enseignement supérieur, ministres de l'éducation nationale. Et que la seule femme qui a même approché ce poste à une époque, bon, on ne va pas revenir sur les illustrations, même si Nalova est là, une femme n'a jamais été ministre de la Défense, une femme. Donc, maintenant, jugez, sacrifiez-nous, donnez toujours l'impression que c'est nous qui venons critiquer le chef de l'État lorsque nous vous montrons les failles. Mais ne jouez pas à ce jeu, nous constatons que l'État a failli sur ce point. Et je chute. J'ai été membre du comité central du RDPC. Encore que... Vous savez, prenez l'article 18. Le comité central est l'instance, les 3 instances qui dirigent le parti sont le comité central, article 18, le congrès et le bureau politique. Le bureau politique, oui. À ce titre, j'ai joui d'une confiance à un moment donné qui m'amenait sur le terrain. Moi, je ne suis pas mandaté, je n'ai jamais été mandaté, je parle en tant que responsable politique. Mais j'ai demandé un jour à M. Jean Côté, il peut témoigner de cela. Mais c'est quoi cette histoire où, et au ministre Sadi, où le parti investit, c'est le parti qui dit, on est allé aux élections, voilà les conseillers municipaux, voilà celle qui peut être maire. Mais le parti ne l'a pas fait. Quand on vous dit par exemple, il y avait 2 femmes, comme l'a brillamment présenté ici madame. Écoutez, je vous prends le cas de madame Yvonne Gono. Mais elle est conseillère municipale. Mais c'est elle qui a été maire sortante. Pourquoi les délégations du comité central n'ont pas dit que voilà la personne que le parti a désignée? Prenez le parti maintenant lui-même, en dehors du fait que j'ai prouvé que le RDPC, ce grand parti où nous avons voulu des réformes, mais on nous a tapé dessus. Il a dit que, mais il est même très francophone. Le président national, à l'époque, au-delà des femmes, le président national était francophone. Le secrétaire général était francophone. Tous les adjoints, celui qui est moi, Madjoda et Grégoire Ona sont des francophones. 4 conseillers sont francophones. Mes chers amis, Monkam, Djodeno, Yono, Ndonsoumen, mon cousin, et puis j'en oublie peut-être un qui me reviendra. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Donc vous voyez que la dimension de la représentation qui relève du pouvoir discrétionnaire n'est pas là. Dans la faute au pouvoir discrétionnaire. D'une part, à la décision. Et je suis donc pourquoi je vous ai parlé du RDPC. Je suis arrivé un jour comme délégué du comité central dans le CAM. On m'a envoyé, le chef de l'État, avec l'aval du secrétaire général, m'a envoyé lancer, disons, faire les primaires dans le RDPC. Alors j'arrive en tant que délégué du comité central. Quand je termine, et je chute vraiment là-dessus, mon évaluation de votre primaire, qui va être député, qui va être maire, qui va... Mais je me rends compte que toutes les femmes ont été battues. Vous voyez qu'en dehors du pouvoir discrétionnaire, vous avez vu l'exemple sur ce plateau, les femmes elles-mêmes sont de mauvaise foi. Les femmes n'aiment pas les femmes. Suivez bien ce que j'ai vécu. C'est un témoignage de terrain. Le RDPC, on peut tout dire de ce parti, mais c'est l'un des partis qui donne la possibilité aux femmes de tenir la chandelle. Permettez-moi de vous le démontrer. Vous ne connaissez pas le RDPC. Il va prendre la parole. Oui, je termine. Là, vous dites non, vous ne savez pas de RDPC. C'est un technicien qui vous parle. Le président national, oui, mais vous dites n'importe quoi, mais écoutez-moi. Et vous allez me démontrer, je vous dis, écoutez, ce que je vais vous démontrer, on est dans la science. Je vais vous démontrer que le RDPC... Ici, ce n'est pas la science, on parle des oui, oui, mais vous êtes imprudent de m'interrompre. Parce que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je parle sur le contraire de madame, la représentante du RDPC. Je vous dis bien qu'au Cameroun, le RDPC, je reprends parce que vous m'avez coupé, est le seul parti qui donne aux femmes de ne mettre que les femmes au primaire parce que le code électoral interne du RDPC fait ceci. 1. Les femmes peuvent être membres des sections des hommes. Il n'y a pas d'autres partis qui le font au Cameroun, en dehors du RDPC. C'est un travail de sociologie politique que j'ai effectué avec quelques politologues. De 2, elles ont les organes spécialisés, OF. À elles toutes seules, un homme ne peut pas y aller.
De 3, elles ont logé RDPC, vous trouvez les jeunes et les garçons. Mais alors quand vous allez au primaire, si vous prenez les voix des femmes, membres du RDPC, où il y a femmes et hommes, moi j'ai expérimenté ça. Vous prenez l'OF, organe spécialisé, plus les filles de logis, elles peuvent ravir tous les postes au primaire. Sous le contrôle de madame. Sous son contrôle. Ça veut dire que quand vous allez au vote, alors j'ai dit un jour à ces gens, on était dans le Vouré, dans le Cam, à ces femmes, vous venez pleurer. Je viens de présider les primaires. Quand je fais mon ratio, je prends les femmes qui étaient membres du RDPC, je prends les femmes membres de l'OF RDPC, je prends les filles de logis, elles avaient 70% de majorité, professeur Biwele. Mais à la fin... Elles ont fait battre toutes les femmes. Ah, les femmes ont fait battre les femmes. Toutes les femmes. Ok, merci. Toutes les femmes, je peux vous parler du... Non, c'est vous dire que non seulement le pouvoir discrétionnaire, il y a mauvaise foi, mais les femmes elles-mêmes ne se mettent pas d'accord. Ce n'est pas ce qu'on y croit. Je dis donc, moi j'analyse le problème du genre au Cameroun. Je dis que nous partons d'abord d'une base, à savoir que nous sommes des sociétés patriarcales. Deuxièmement, les postes politiques ont aussi un caractère de représentativité sociologique, communautaire. Ça peut être entre les villages, ça peut être entre les clans, ça peut être entre les tribus, ça peut être entre les groupes ethniques. Or, le statut de la femme n'est pas favorable à ce genre de représentativité. Parce que souvent, la femme vient de l'extérieur. Il y a donc déjà cette sorte de pénalité à la base. À côté donc de cette pénalité sociologique, il y a aussi une pénalité même dans disons le stock à l'intérieur duquel on va prélever les gens. Puisque souvent, le niveau intellectuel de la femme a été pénalisé dans le passé, même si aujourd'hui, il y a un rattrapage. Hein. Les professeurs comme Madame Iwolkom, c'était rare. Et même en termes de proportion, quand on voit une Madame Oubiwole, il y a combien de Monsieur Messanga? Il y a peut-être, pour une Madame Iwole, il y a 5 Messanga. Sinon plus. Ça fait donc que la base même de sélection des femmes est déjà réduite. Donc, première pénalité, représentativité sociologique. Deuxième pénalité, base. Troisième pénalité, les réseaux d'intérêt. Ce n'est pas sûr que les femmes s'intègrent très facilement dans ces réseaux, compte tenu même de son statut sociologique. Mais pourquoi ne cherche-t-elle pas à s'imposer, Dieu donné son bas? Non, s'imposer, qu'est-ce que vous entendez par s'imposer? S'imposer, vous ne pouvez pas vous imposer quand vous n'avez pas d'argent. Quand vous n'êtes pas dans un réseau. Madame a dit tout à l'heure qu'elle a pris l'exemple de son collègue qui lui est directeur général. Elle est enseignante, c'est-à-dire avec la craie. Elle a 350 000, l'autre a 13 millions. S'imposer, est-ce qu'on s'impose parce qu'on hurle? Ou c'est parce qu'on a les moyens, parce qu'on est dans un réseau? C'est pour ça que moi je mets l'accent sur l'essentiel. On peut s'imposer parce qu'on est d'une grande tribu. On peut s'imposer parce qu'on connaît l'école. On peut s'imposer parce qu'on est dans un réseau. On peut s'imposer parce qu'on est issu d'une grande famille. C'est donc pour ça que moi je mets l'accent sur ces facteurs fondamentaux. Tu ne peux pas t'imposer en disant c'est moi, Stella. Non, on s'impose avec des arguments. Mon problème ici, c'est de comprendre ce qui se passe. Le fait d'être parti signer les conventions internationales, bon. Et la question fondamentale, c'est que pourquoi justement le chef d'État, par exemple, ne les applique pas? Nous sommes ici devant ce qu'on a pu appeler le calcul économique de la politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il perd? Qu'est-ce qu'il perd? Il y a plus de préoccupation à nommer un Sawa ou un Mundang plutôt qu'à nommer une femme ou un non. C'est ça notre combat. C'est-à-dire qu'en fait, les paramètres qui s'imposent à lui ne sont pas les paramètres de genre. Le genre est beaucoup plus un paramètre assez secondaire. Le paramètre principal, c'est par exemple le paramètre, comme je l'ai dit, communautaire. C'est-à-dire, l'État, lui,
il faut partager les postes entre les segments communautaires. Et quand on partage les postes entre les segments communautaires, c'est d'abord les hommes. Parce que dans nos segments communautaires, la représentativité est meilleure avec les hommes. À côté donc de ça, on va donc y voir dans quelle mesure on pourra glisser les femmes. Vous n'avez pas essayé autre chose, vous dites que c'est meilleur avec les hommes. Essayez donc. Non, madame, mon problème, moi j'essaie d'expliquer. Hein. Je n'ai pas dit que c'est bon. Mais je me mets un peu dans la mentalité des gens qui prennent la décision. Hein. Peut-être ils ont constaté que, observez bien, est-ce qu'on n'a jamais eu une menace de conflit ouvert entre les hommes et les femmes au Cameroun? Non, non. Non. Mais la menace de conflit, c'est entre les anglophones et l'État, c'est entre les Boulous, les Bamileke, entre les Bamous, les Bamileke. C'est ça. Donc c'est ça qui est prioritaire. C'est ça qui s'impose aux décideurs. Mais le conflit entre hommes et femmes ne s'impose pas, ni même entre jeunes et vieux. Le jour où ça va s'imposer, il va prendre ça comme priorité. Réfléchissez dans le court-termisme. Il y a un conflit générationnel. Il ne faut pas entretenir Non, le je conflit. dis, je ne suis pas là dans des jugements de valeur. Je suis là dans des jugements de fait. Et je dis que pour le décideur, il voit de manière concrète sur le terrain ce qui lui sert. Je n'ai pas dit ce qu'il fait bien, mais j'essaie de comprendre comment il agit. Donc il peut avoir pris des engagements pour mettre plus de femmes. Mais comme ce n'est pas une situation critique, c'est-à-dire le conflit entre hommes et femmes ne lui paraît pas une exigence critique. Hein? Et il se dit donc, je vais plutôt résoudre les problèmes suivant des lignes critiques. Et ces lignes critiques, c'est ce que je viens de citer. D'accord. Sensuel, il faudrait qu'on s'entende au moins sur un point qui relie votre transition, c'est-à-dire la marginalisation de la femme dans le système politique camerounais. De toute façon, moi je suis un homme et j'en suis convaincu. Elles sont très marginalisées. J'ai eu la chance d'avoir été très influencé par ma maman, qui a occupé des fonctions politiques sous le président Aïdjo et qui a été acteur dans ses affaires aussi bien au comité central que dans les fonctions politiques, et qui m'a influencé, parce que je vous assure que lorsqu'une femme vous élève politiquement, vous transmet des codes, ces codes pour moi sont plus solides que ce que les hommes transmettent. Ça veut dire que tel que je suis aujourd'hui, je suis d'abord l'image d'une femme qui s'est beaucoup battue et qui m'a appris à comprendre qu'il faut se battre parce qu'en tant que femme, elle a beaucoup souffert de ce système. Parce que moi, l'héritage que ma mère me laisse, c'est que le système politique camerounais a toujours marginalisé les femmes. Et quand je vois l'éducation qu'elle m'a donnée, les sacrifices, partant d'ici pour m'envoyer un peu partout pour que je devienne un homme, je peux vous dire que les femmes sont très marginalisées au Cameroun. Et pour le prouver d'ailleurs rapidement, j'ai parlé du pouvoir discrétionnaire qui est inattaquable. Le pouvoir discrétionnaire administratif confère la possibilité à une très haute hiérarchie, c'est-à-dire le président de la République, de pouvoir ou de nommer les femmes à des postes de pouvoir et de décision. Vous voyez, moi je suis bien précis. Les fonctions de pouvoir et de décision, elles sont en marge de cela. Et lorsque vous faites le ratio pouvoir administratif et pouvoir politique, là encore, vous allez voir qu'à partir du moment où, et là je rejoins notre compatriote du SDF, qui dit effectivement que l'investiture appartient au parti, vous allez voir que même sur le plan politique globalement, c'est le pouvoir discrétionnaire qui est à l'origine de la faillite et de l'absence des femmes en politique. Puisque on peut se dire, bon, si on va dans une liste, on ne voit pas suffisamment de femmes, le parti peut dire, j'investis par exemple Madame X. Même si le parti va l'investir. Maintenant, pour revenir à la question. Maintenant, pour revenir à votre question. Le climat politique est-il plus tendu aujourd'hui? Bon, alors, oui, mais c'est parce qu'au regard du problème de la femme, avec cette transition, nous sommes dans un contexte de désordre et de dérèglement. Désordre et Le dérèglement. désordre. Oui, le désordre, ça veut dire que on ne respecte pas toujours les lois. Le dérèglement, on se construit une vision parce qu'on a des objectifs personnels. Alors, pourquoi le climat politique est délétère?
Moi, je crois que vous avez évoqué la position du ministre de l'administration territoriale, qui est une personnalité politique que je connais très bien, parce que moi, je le dis toujours, le ministre Atanga peut témoigner de ce que, avant qu'il soit ministre, nous avons été ensemble, on a fait beaucoup de choses. Enfin, c'est un très grand militant, c'est un homme assez responsable. Sur ce plan, on ne peut rien lui reprocher. Mais sur le plan administratif, il faut dire que le ministre Atanga, que je connais très bien sur le plan politique, même si nous nous voyons de moins en moins, mais il peut témoigner, je le dis, sur un plateau de télévision que nous sommes liés, c'est mon ami. Sur ce plan, il a raison. Lorsque, en politique ou au sein d'un État, il y a des signes. Il a raison sur un certain point. Hein. Il y a des signes qui ne trompent pas. N'oubliez pas qu'il est secrétaire national du Conseil, il est secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Et je voudrais quand même le dire en tant qu'enseignant une fois de plus. Vous voyez que de plus en plus, je ne mets plus en avant les postures politiques. Parce que c'est comme dans tout le monde y va et les gens sont convaincus que tous peuvent partager le même Dieu et l'interpréter de la même façon. Je rentre pour aller dans les postures très, très, très analytiques. Quand vous êtes secrétaire permanent, ça il faut le dire, du Conseil national de sécurité, vous avez des informations que les autres n'ont pas. Il faut le rappeler au Camerounais qu'il est MINAT. Ça veut dire qu'il reçoit le rapport de police de 360. Il a ce qu'on appelle, pour plus de précision, il a ce qu'on appelle les notes d'information, oui. Les BI, les bulletins d'information. Et là, je peux reconnaître, au regard d'une certaine historicité qui a failli mettre notre pays en branle, et d'ailleurs où il y a eu beaucoup jazzé ces derniers temps, où certains se sont accaparés, ont tenté de s'accaparer le monopole du nationalisme, parlant d'Ernest Mandjé et d'autres personnes. Quand on voit le parcours que le Cameroun a connu après son indépendance, où nous avions des institutions, et que ces institutions ont été combattues par des idéologues qui ont voulu confisquer la vision du nationalisme, traverser cette étape, lorsqu'on voit ce qui s'est passé ici au Cameroun, en 1992, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les villes mortes et autres, et d'autres transitions réelles qui restent dans nos mémoires, au regard de la guerre du Nozo, au regard de la guerre des différents fragments de la société qui est devenue de plus en plus brutale et violente, il faut faire attention. Là, on n'est plus partisan, on doit regarder l'État. Et pour moi, j'ai vu au ministre Atangandji, j'ai failli dire Paul, parce que moi je l'appelle toujours par son prénom, c'est un ami. J'ai vu un homme très conscient, un homme qui a voulu prendre ses responsabilités, parce que j'ai compté quand il a parlé. Reprenez ça, vous allez voir que 5 fois, je crois 5 ou 4 fois, il a dit que l'élection présidentielle de 2025 ne sera pas une affaire de vie ou de mort. Et il a dit, certains ont même dit que, quitte à aller jusqu'au bout, je voudrais un peu le paraphraser, mais ceux qui resteront vivants demeureront vivants. Il faut avouer quand même que notre opposition, regardez le débat que nous venons de faire sur la représentation des femmes, sur les problèmes de désordre et de règlements qui minent notre pays, sur le statut du Cameroun qui est une république, et je voudrais terminer là. Vous allez voir que chaque fois qu'on oppose à notre système politique, chers collègues, je vais vous faire remarquer aussi ça particulièrement, les gens se mettent à vous dire que oui, on a nos traditions villageoises, on a une démocratie. Nous sommes en démocratie. La démocratie a ses règles. Il y a une autorité centrale qui doit être respectée. Il y a un État qui doit prendre ses responsabilités. Les opposants doivent se battre sur les failles de l'État. Mais est-ce que Messanga Niamzing, puisque l'objectif c'est d'apaiser toutes les tensions susceptibles de survenir, est-ce que le pouvoir administratif ne ferait-il pas mieux de diluer son discours? Et ça, c'est d'un et des deux. Là, vous parlez de quelqu'un qui serait dans son rôle, mais lorsqu'on a des décisions de justice pour un parti politique et qu'on est supposé mettre ces décisions en application et qu'on les viole, c'est-à-dire des décisions de justice, est-ce que ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu? Non, il ne faut pas oublier l'objectif fondamental. Oui, moi, ce qui fait modestement, qui me rend stable dans mes prises de position, je suis froid dans l'analyse. L'enjeu est l'élection présidentielle.
Tout ce que vous voyez là, ce sont les tubulations de l'État. Et certains estiment que 2025 sera une affaire de vie ou de mort. Ont-ils raison? Oui, ce sera une affaire de vie ou de mort parce que ceux qui sont dans le système se disent aussi qu'à un moment donné, il y a des attentes, les choses doivent changer. Quand on voit quand même une gouvernance qui est parfois très violente, hein, tenue par ceux qui décident. Et quand vous voyez aussi une opposition qui est marginalisée, elle se dit que 2025, ce sera la vie ou la mort. Vous ne répondez pas à ma question, professeur. Si, je réponds à votre question. Pourquoi pour décrisper justement le climat, on ne tiendrait pas un discours assez dilué? Ah oui, là vous avez raison. Vous avez raison. Pourquoi ne vous avez raison. pas des décisions de justice, par exemple, qui vont en faveur des partis politiques contre d'autres individus, contre d'autres acteurs? Mais vous voyez, subtilement, j'ai répondu à votre question lorsque je vous ai dit qu'il y a une violence d'État. Je l'ai dit, non? C'est que vous n'avez pas saisi ce que j'ai dit, mon frère et ami Boni. Je vous ai dit qu'il y a une violence d'État inadmissible qui est exacerbante. C'est-à-dire que la violence d'État est qu'à un moment donné, certains, parce qu'ils sont en position de pouvoir et de décision, estiment aussi qu'ils ont des comportements de vie et de mort sur les autres. Or, quel est notre objectif dans ces médias où nous devons pondérer? N'oubliez pas que les intellectuels que nous sommes et tous ceux qui sont ici, les hommes politiques, nous venons pondérer. Nous n'allons pas venir vous dire qu'il faut qu'on aille loin. Et je vous dis donc que, l'objectif ici est qu'il y a un changement social dont les gens ont besoin. Je vous dis la vérité. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai dans le cœur? Dites la vérité. Le président Paul Biya a 42 ans de pouvoir. Les gens en ont marre de cela. C'est la vérité. Première vérité. J'en ai deux. 42 ans de pouvoir, c'est beaucoup. Les gens en ont marre, surtout qu'il y a beaucoup de souffrances. Il y a des maltraitances. Il y a des violences. Il y a des abus de pouvoir. Des injustices. Des injustices. Bien. Première vérité. Dernière vérité, il faut comprendre que si 42 ans de pouvoir du président Paul Biya exaspère certains acteurs du système, ces acteurs doivent aussi intégrer un seul élément. Le président Paul Biya est exceptionnel dans son parcours, mais à côté de lui, on a l'impression qu'il ne contrôle plus les actes de certains de ses collaborateurs. Comment ça? Ça veut dire qu'il y a des positions de pouvoir et de décision qui sont de plus en plus inadmissibles. Je vous prends le cas de mon ami, et encore une fois, le ministre Atangandji, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Ça, je vous le dis, regardez la main sur le cœur. Est-ce qu'un ministre de l'administration territoriale doit parler des œufs sur la tête d'un bonhomme qui ne doit pas faire la bagarre? C'est pas affamé. Oui, vous comprenez? Il y a aussi des choses que les bons amis sont ceux qui disent la vérité. Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale doit se lever et dire que, bon, on vous a libéré, c'est vrai. Mais si vous continuez, vous allez vous retrouver au pays où je savais pour longtemps. Vous comprenez qu'il y a donc des dichotomies existantes qui font que lorsque l'opposition vit certains problèmes qui donnent l'impression que le ministère de l'administration territoriale se substitue à la justice, peut condamner, peut libérer. Parce que moi, ce qui m'a donné la sueur froide, c'est que le président a demandé qu'on vous libère et qu'on vous donne une chance, mais c'est pour que le de manger sur la table, vous allez manger à terre. Ce sont des mauvais symboles de gouvernance. Pour finir, on va circuler la parole.